Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changement technologique. Et cette semaine, j'ai décalé un petit peu l'épisode, car je voulais absolument pouvoir parler quasiment en direct de la Google I.O., la grande conférence, la grande messe de Google qui vient d'arriver, et je viens de finir de la regarder, et donc, pour être au plus proche de l'actualité, je vais vous faire un petit retour sur ce qui a pu se passer dans cette incroyable conférence. Mais ce n'est pas tout, on va aussi jeter un œil aux nouveautés du côté d'OpenAI, au remous qu'il y a eu du côté de XAI avec Grok, et à la grosse vague de fond concernant l'utilisation de nos données par Meta en Europe. Et on va ensuite aller regarder la dernière nouveauté de DeepMind qui est véritablement révolutionnaire. Est-ce que vous êtes prêts pour cette semaine d'actualité ? C'est parti. Alors on plonge directement dans le vif du sujet avec l'événement majeur de ces derniers jours, la conférence Google I.O. 2025. C'est la grande messe annuelle de Google et cette année, l'IA était absolument partout. On a senti une véritable volonté de Google de montrer qu'ils sont non seulement dans la course, mais qu'ils comptent bien la mener. Pour marquer le coup, Google a sorti Google AI Ultra. Donc on en avait déjà un petit peu parlé car il y avait des rumeurs dans les épisodes précédents et donc on ne savait pas si c'était un modèle ou si ça allait être une nouvelle offre de la part de Google et donc c'est le deuxième choix. C'est une nouvelle offre, c'est un abonnement à 249,99$ par mois, donc pour l'instant uniquement aux États-Unis. C'est un positionnement qui est vraiment très premium, hein. C'est vraiment très cher, c'est plus cher d'ailleurs que le modèle Pro de OpenAI, mais en contrepartie, on aurait accès à leur dernier modèle de génération VO3, à l'application de montage Airflow qui permet de faire du montage avec de la génération de vidéos en parallèle, et aussi au dernier mode de Gemini 2.5 Pro DeepSync, dont on va parler un peu après. Les abonnés auraient aussi des limites plus élevées, notamment sur les outils comme NotebookLM, comme Whisk, l'accès à Gemini aussi dans directement Chrome, qui faisait aussi partie des annonces, et aussi des accès à des outils agentiques, notamment le fameux projet Mariner, dont on parlera un petit peu après. Et avec tout ça, ils vont aussi ajouter un petit pack vers YouTube Premium, hein, et 30 Teraoctets de stockage de toute façon à 249,99$ par mois. On n'est plus tout à fait à ça près, hein. Bon après c'est quand même assez imposant, hein, sur la partie stockage là-dessus. Ils ont été plutôt généreux, mais honnêtement je pense pas que ce soit ce qui leur coûte cher sur un abonnement comme ça. Je pense que ça va être en particulier le modèle VO3 qui doit leur coûter très cher, même s'il a été vraiment très impressionnant, en tout cas dans les démonstrations que Google a pu faire. Bon alors justement au niveau des démonstrations, qu'est-ce qu'on a eu ? Alors on a eu déjà un DeepSync pour Gemini 2.5 Pro qui est présenté comme un mode de raisonnement amélioré. L'idée c'est que le modèle considère plusieurs réponses avant de fournir les scènes, un peu comme s'il réfléchissait à différentes options. Selon Google, ça booste considérablement ses performances, notamment sur des benchmarks de codage complexes. Pour l'instant, c'est réservé à des testeurs de confiance, mais voilà, Google y voulait évaluer la sécurité avant de faire un déploiement large. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque le modèle Gemini 2.5 Pro est déjà très puissant, c'est un modèle que j'aime beaucoup utiliser, et donc là, avec ce modèle de DeepSync, donc de réflexion approfondie, je pense qu'on va avoir un modèle qui risque d'être très performant et de faire pas mal de grabuge dans les benchmarks, donc on a hâte de voir un petit peu ce que ça donne dans les prochains jours et semaines à venir. Et du côté sinon de la vidéo, ils sont arrivés avec un nouveau modèle qui s'appelle VO3, c'est leur nouveau modèle donc de génération de vidéos, et il est vraiment bluffant, en tout cas sur la vidéo sur les vidéos en tout cas qu'ils ont montré pendant la conférence, puisque non seulement il permet de générer la vidéo, mais également l'audio, et même des voix, donc y compris des dialogues, hein. Donc là pour le coup c'est vraiment impressionnant. Ça veut dire qu'on va pouvoir générer clairement, hein, des petits films, des petites vidéos complètes. Et avant, il fallait absolument avoir une autre IA, ou en tout cas passer par d'autres outils pour la partie audio. Et là, on va pouvoir tout faire avec uniquement un seul outil, donc c'est ce nouvel outil VO3. Il comprend aussi les pixels de la vidéo et synchronise automatiquement les sons. C'est accessible via l'application Gemini pour les abonnés AI Ultra, donc avec l'abonnement à 249,99$, pour rappel. Je pense que ça va peut-être arriver aussi prochainement pour les abonnés classiques. On verra exactement. Je pense que ça leur coûte très cher en temps de serveur, et donc c'est pour ça que pour l'instant l'accès est assez limité. Puis en plus de ça, hein, ça leur permet aussi de pas tout de suite déployer trop rapidement, parce qu'il peut toujours y avoir des problèmes sur la génération de contenu, et donc ça va peut-être aussi leur permettre d'affiner un petit peu le modèle avant qu'il soit accessible à une très large audience.
audience. Donc on attend avec impatience, en tout cas moi j'attends avec impatience de pouvoir mettre la main sur cet outil et de vous faire des petites démos parce qu'il a l'air assez impressionnant. On peut notamment lui donner par exemple la photo d'une personne avec, je sais pas, admettons la photo d'une modèle, puis à côté la photo d'une voiture et lui demander de générer cette personne dans la voiture et il va réussir à nous le générer. Donc je vous mettrai quelques petites vidéos démonstrations pour ceux qui suivent la vidéo sur YouTube, mais honnêtement c'est vraiment impressionnant. Et avec l'outil derrière d'édition directement de la vidéo, qui est aussi une des annonces qu'ils ont fait, et ben ça permet d'avoir vraiment quelque chose d'assez global pour pouvoir justement créer de toutes pièces des vidéos avec l'IA. Ils n'ont pas uniquement annoncé cette partie génération de vidéos, ils ont aussi annoncé un nouveau modèle de génération d'images qui s'appelle Imagen 4. Donc est-ce que c'est un concurrent au dernier modèle de génération d'images de ChatGPT? Bah on va voir, hein. Pour l'instant pareil, l'accès il est encore limité aux utilisateurs de Google AI Ultra, donc peut-être que pendant les prochains jours on pourra avoir un certain accès. J'attends pareil avec impatience. En tout cas il avait l'air d'être très performant sur la génération de texte notamment, donc je pense que voilà, il va y avoir vraiment un match entre les deux modèles et a priori, en tout cas des démonstrations qu'on a vues sur Imagen 4, il y a de fortes chances qu'il soit même au-dessus du modèle de génération de ChatGPT, mais voilà, tant qu'on n'a pas la main sur le modèle pour le tester, on peut pas vraiment savoir, donc je vous ferai une petite démonstration dès que possible, voire même peut-être un tutoriel, hein, si ça passe par des outils un petit peu plus difficiles d'accès. Bon, et sinon, grosse offensive sur les agents IA, hein, je le dis depuis le début de l'année, 2025 c'est l'année des agents IA, c'est là, c'est ça vraiment qui va se passer cette année, et donc Google, ils arrivent avec le Project Mariner, c'est un agent IA qui peut naviguer et utiliser des sites web à votre place. L'idée, vous discutez avec l'agent Google et c'est lui qui achète par exemple des billets ou fait vos courses en ligne. Il peut gérer jusqu'à 10 tâches simultanément dans le cloud en arrière-plan. C'est une vision assez audacieuse qui pourrait redéfinir notre rapport à Internet. Mais voilà, on va voir à peu près ce que ça donne une fois en cas pratique, parce que on se souvient par exemple de l'équivalent qui s'appelait Operator chez OpenAI, qui dans les démonstrations a l'air assez incroyable. Et puis au final, dès qu'on commence à essayer de le tester dans des cas concrets de la vraie vie, bah on se rend compte que bon, il y a encore pas mal d'améliorations possibles et que l'utilité reste assez limitée. Sinon, ils ont aussi discuté du projet Astra. C'est une IA multimodable à faible latence pour des interactions quasi temps réel. Ça va alimenter de nouvelles expériences dans Search, l'app de Gemini, avec Gemini Live pour des conversations vidéo en temps réel. Et Google travaille aussi sur des lunettes basées sur Astra. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une IA qui est capable d'analyser de l'image, de l'audio et d'avoir un temps de latence qui est très très rapide. Donc on peut utiliser du coup son téléphone pour filmer son environnement et avoir du coup des indications avec l'IA, mais l'idée qu'il y a vraiment derrière tout ça, c'est de le faire avec des lunettes connectées, et donc d'avoir des lunettes qui peuvent voir ce qu'on voit et directement pouvoir réagir, nous donner des instructions, etc. C'est le projet Astra. Ils ont refait une démonstration de ce dernier, ils nous en avaient déjà fait une il y a un petit moment, mais là ce qui a été assez impressionnant, c'est que la démonstration a été faite en live et honnêtement elle était assez impressionnante et réussie, notamment avec ces lunettes. Une des choses qui était impressionnante à voir sur la démo, c'est qu'elle pouvait créer des sous-titres en live. Et voilà, ça je sais que c'est un sujet qui est un sujet que Meta aussi voudrait faire, en tout cas ils en ont parlé aussi dans leur conférence. Eux de leur côté, Meta pour l'instant avec les Ray-Ban, les lunettes connectées, ils le font avec de l'audio, et là par contre l'avantage c'était que c'était vraiment fait avec du texte, donc je trouve ça assez incroyable de se dire que bientôt on va avoir des lunettes connectées qui seront capables de nous faire de la traduction en live. Donc pour l'instant ça reste une démo, on n'a pas de date de sortie, notamment sur ces lunettes qui nous ont montré. Ils ont expliqué qu'elles allaient être disponibles pour les développeurs d'ici la fin de l'année, donc je pense qu'on n'est pas prêt de voir arriver ces lunettes avant en tout cas 2026, peut-être même un peu plus tard. Je pense qu'il y a pas mal de cas d'usage, enfin de choses en tout cas à régler, et puis qu'en plus de ça les lunettes elles risquent de coûter assez cher, donc voilà, en tout cas on va devoir attendre un petit peu avant de pouvoir mettre la main dessus, mais la démonstration est restée quand même assez impressionnante. Bon, et sinon on a aussi une mise à jour de Notebook LM, donc l'application elle est enfin disponible, donc maintenant on va pouvoir créer des audios avec n'importe quelle langue, notamment avec le français, et on va pouvoir le faire aussi sur son téléphone. Donc là pour le coup je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour pour l'utiliser, parce que c'était vrai que c'était un des défauts de Notebook LM, c'est que générer de l'audio c'était plutôt pas mal, par contre souvent l'audio on l'écoute sur notre téléphone, et donc là il y avait quand même une petite contrainte. Ils ont aussi rajouté à Notebook LM la capacité de faire de la vidéo overview, donc ça veut dire d'être capable d'analyser non seulement l'audio mais aussi le contenu vidéo d'une vidéo YouTube notamment. Et donc ça je pense que ça va être très intéressant pour avoir aussi tout simplement une petite base de connaissances sur
sur un sujet et pouvoir du coup se former rapidement sur un petit peu tout et n'importe quoi. Alors voilà, j'ai pas pu aller en profondeur sur toutes les annonces que Google avait fait, puisque la conférence vient de se finir, mais je voulais vous faire déjà un premier retour à chaud et on essaiera de regarder un peu plus en détail d'ici la semaine prochaine pour voir un petit peu les outils les plus pertinents et surtout ou quel outil utiliser et quand est-ce qu'ils seront disponibles, voir vraiment s'il y a des choses un petit peu à tirer de tout ça. Sinon du côté de OpenAI, il s'est passé aussi quelques petites choses. Il y a eu forcément une annonce avant la Google I.O. Ils essayent toujours un petit peu de voler la vedette et peut-être qu'il y en aura d'ailleurs aussi une demain ou après-demain, ça m'étonnerait pas. En tout cas, ils ont fait une annonce sur Codex, c'est un agent IA pour le codage qui est accessible depuis ChatGPT et qui permet notamment de déléguer des tâches de programmation. L'agent, il travaille dans un conteneur isolé et il monte son travail et il demande du coup aussi des validations manuelles pour éviter de faire tout et n'importe quoi. Il se connecte en fait directement à GitHub, GitHub qui est vraiment un site internet qui est très utilisé par les développeurs, si jamais vous ne le connaissez pas. Donc forcément, c'est pas quelque chose qui va être utile pour tout le monde, mais pour les développeurs, je pense que c'est assez intéressant. Et encore une fois, on voit la force de OpenAI sur l'aspect produit, puisque ce qu'ils proposent, c'est des choses qui sont déjà plus ou moins possibles avec notamment Cloud Desktop, mais voilà, avec OpenAI, on clique, on se connecte directement, on a notre environnement qui fonctionne dans le cloud, tout est un peu plus facile, et je pense que l'étape d'après, c'est d'avoir un système un peu similaire, mais qui peut se connecter à d'autres agents IA pour pouvoir construire nos propres agents et faire des choses bien plus élaborées que ce qu'on pouvait faire aujourd'hui avec les GPT, et je pense que ça, c'est des choses qui vont arriver dans les prochains mois, et j'ai honnêtement hâte de voir tout ça, parce que je pense que très bientôt, on pourra, avec ces outils, créer des petits agents IA de façon assez simple, et tout ça sera directement dans les interfaces de OpenAI, peut-être avec des connexions via GitHub ou autre, mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas besoin de rentrer sur d'autres applications ou de se lancer sur des logiciels assez complexes. On pourra probablement tout faire directement via OpenAI. Je pense que c'est vraiment leur stratégie à terme. Et ils ont aussi ajouté leur modèle GPT 4.1 et 4.1 mini dans l'interface de ChatGPT. Donc c'est deux modèles qui étaient déjà disponibles pour les développeurs. On pouvait déjà y accéder via l'API. Je vous avais déjà fait des retours dessus d'ailleurs sur les épisodes précédents. C'est un modèle que je trouve qui est très performant. Moi honnêtement, j'ai même tendance à le remplacer par le modèle 4o. Je trouve qu'il est mieux de façon générale et surtout il a une bien plus grande fenêtre de contexte. Il peut gérer 1 million de tokens, donc si on lui donne des très très grandes quantités d'informations, il est vraiment assez bon là-dessus. Et voilà, ça nous montre encore à quel point la technique de nommage chez OpenAI, elle est complexe, puisque maintenant ces modèles-là 4.1 et 4.1 mini sont disponibles et ils sont, pour rappel, a priori plus performants la majorité des cas que le modèle 4.5. Si jamais vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur l'épisode, je crois 81, si je dis pas de bêtises, où je vous fais un petit récap de tous les modèles différents. Cette semaine, on a aussi eu du grabuge du côté de Grok, le chatbot d'XAI, la société de Elon Musk. Il s'est retrouvé au cœur d'une polémique assez étrange, il s'est mis à parler de génocide blanc en Afrique du Sud à tout bout de champ, peu importe la question posée. Après avoir semé la confusion en ligne, XAI a fini par s'expliquer. Selon eux, ce comportement anormal est dû à une modification non autorisée du prompt system, c'est-à-dire le texte qui définit comment Grok est censé se comporter. D'après XAI, cette modification allait à l'encontre de leur politique interne, en forçant Grok à répondre de façon biaisée sur un sujet politique précis. Ce qui est inquiétant, c'est que le processus de validation du code a été contourné sans qu'on sache comment exactement ni par qui. Pas de nom, pas de détails sur les accès et encore moins de sanctions annoncées. Donc on pourrait se demander s'il n'y a pas eu des instructions au final de Elon Musk sur le sujet. Ça va être de toute façon assez difficile d'avoir une information claire là-dessus, mais en tout cas ça a fait plutôt un tollé, puisque on se retrouvait avec un Grok qui déraillait complètement et qui répondait n'importe quoi. Pour essayer de rassurer le public, XAI a dit avoir mis en place des mesures de sécurité supplémentaires. Désormais, personne ne peut modifier le prompt sans validation et une équipe de surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a été déployée pour détecter ce genre de dérapage. En parallèle de ça et pour jouer la transparence, XAI a publié pour la première fois le prompt système officiel de Grok sur GitHub, et ça c'est vraiment très intéressant puisque les prompts système, on n'y a jamais accès et ça permet vraiment de voir quelles sont les instructions qui sont données par les développeurs pour les réponses de l'IA tout simplement. Et en tout cas, il est assez court. Je pense qu'il y a d'autres développeurs, notamment ceux de Claude, qui ont a priori des systèmes prompts plus longs que ça. Probablement aussi que c'est le cas chez OpenAI. En tout cas, on peut y découvrir des consignes assez curieuses. Déjà, on se rend compte que dans les consignes, il y a une indication sur le fait que la réponse doit être la plus courte possible. Et donc ça, forcément, je pense que c'est une façon d'économiser les tokens. C'est ce qui fait notamment, je vous le dis souvent, que des fois, les modèles, ils ont tendance à avoir des mimiques. Par exemple, sur le modèle O3, on va avoir à chaque fois un tableau. On va avoir aussi des fois des
réponses qui ne peuvent pas dépasser une certaine taille, bah forcément, si dans le système prompt, il y a des instructions qui demandent à l'intelligence artificielle de faire des réponses les plus courtes possibles, bah elle va avant tout respecter ces consignes-là qui arrivent avant nos propres instructions. Donc c'est assez compliqué d'essayer de bypasser justement ces instructions-là. Et on voit aussi que la façon dont ce système prompt a été écrit, il a clairement, je pense, une volonté d'avoir une IA qui va répondre avec une certaine connotation politique. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir un petit peu à quoi il ressemble. Mais voilà, quand je vous dis qu'il y a une ligne éditoriale sur chaque IA, c'est vraiment le cas, et notamment ça passe par ce système prompt. Ça passe aussi après par la façon dont elle a été développée et dont ensuite elle a été fine-tunée notamment, mais ça passe surtout aussi par ce système prompt qui peut complètement orienter et changer le comportement d'une intelligence artificielle. Donc après voilà, cette histoire, je pense qu'on aura du mal à avoir un petit peu le fond sur cette dernière. Je trouve ça un petit peu étonnant en tout cas, voilà, que y ait un changement aussi gros qui a été fait. Est-ce que ça n'a pas été fait sur des instructions de Elon Musk à un moment donné, et puis derrière, bah, quand on se rend compte que c'est un petit peu trop mis en avant par le système, par l'intelligence artificielle Grok, bah on se dit vite, on retourne en arrière, non, ça a été fait sans autorisation. Bon bah de toute façon, je pense qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire là-dessus, mais voilà, ça a été plutôt un bad buzz clair pour XAI et pour l'intelligence artificielle de Grok. Bon, et sinon un petit tour du côté de Meta pour vous faire un rappel. Les données publiques sur vos comptes Facebook, Instagram vont être utilisées pour l'entraînement des IA, sauf si vous vous désinscrivez. Je vous mettrai les liens dans la description. C'est important de le faire, voilà, si vous voulez pas que vos données publiques, uniquement les données publiques, on parle pas des données privées, si vous ne voulez pas qu'elles soient utilisées pour entraîner des IA, eh bien pensez à aller faire un tour sur votre compte Instagram, sur votre compte Facebook pour désactiver tout ça. Faites-le absolument avant le 27 mai, après ça il sera trop tard. Et voilà, c'est uniquement possible pour les Européens grâce aux législations européennes qui nous protègent sur ce genre d'usage. Et en tout cas, pour rappel, ce sera uniquement les données publiques, mais bon, après voilà, c'est toujours quelque chose qui peut être gênant. Si vous avez publié des albums photos publics ou autres, et ben tout ça, ce sera utilisé potentiellement pour l'entraînement de l'IA. Si vous avez un compte Instagram qui est public, c'est pareil, ce sera utilisé pour l'entraînement. En plus, on ne sait pas jusqu'à quel détail ils pourront aller. Par exemple, est-ce qu'ils utiliseront les stories publiques qui ont été publiées sur tout un tas d'années pour réentraîner le modèle? Probablement. Meta, ils sont vraiment assis sur une mine d'or entre guillemets avec les données. Ce qui alimente l'IA, c'est les données, et donc forcément, ils ne se gênent pas pour utiliser les données de leurs utilisateurs, surtout que les services qu'ils proposent, c'est des services gratuits, donc quand c'est gratuit, c'est vous le produit, n'oubliez pas ça. Donc derrière, ça m'étonne pas qu'ils essayent d'utiliser toutes ces données pour entraîner leur modèle. Sinon, du côté de Netflix, ils ont annoncé qu'ils allaient intégrer des publicités générées par IA d'ici 2026, donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on voit apparaître. On avait la semaine dernière Mark Zuckerberg qui avait expliqué qu'il allait proposer des produits de création de publicité avec l'IA, et donc Netflix aussi va s'y mettre, donc je sais pas exactement sous quelle forme ce sera fait, mais voilà, ils vont du coup s'amuser à intégrer des publicités intelligentes qui seront très probablement très ciblées peut-être sur votre profil, qui seront générées du coup avec l'intelligence artificielle. Bon, et maintenant un sujet qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Google DeepMind a fait une annonce assez fondamentale avec AlphaEvolve. Ce n'est pas juste un autre modèle, c'est un système d'IA conçu pour découvrir et améliorer des algorithmes. Donc imaginez une IA qui ne se contente pas d'appliquer des règles, mais qui en invente de nouvelles plus efficaces. Alors comment ça marche? AlphaEvolve, elle utilise une approche évolutionnaire. Quand un chercheur lui soumet un problème avec éventuellement des pistes de solutions, le système génère de multiples candidats algorithmiques en utilisant la vitesse de Gemini Flash pour l'exploration et la profondeur de Gemini Pro pour affiner. Ensuite, un système d'évaluation automatique analyse chaque solution. C'est là que le côté évolutif entre en jeu. AlphaEvolve se concentre sur les solutions les plus prometteuses et les améliore itérativement, un peu comme la sélection naturelle, mais pour le code. Et ce qui est frappant avec AlphaEvolve, c'est sa généralité. Beaucoup des succès passés de DeepMind, comme AlphaFold pour le pliage des protéines ou AlphaTensor pour la multiplication des matrices, étaient des systèmes très spécialisés, entraînés intensivement sur un unique domaine. AlphaEvolve, lui, il est conçu comme un outil plus polyvalent, capable d'aider à la recherche dans n'importe quel problème de programmation ou d'algorithmique. Et ce n'est pas que de la théorie. Google a déjà commencé à déployer avec des résultats impressionnants. Par exemple, ils l'ont appliqué à Borg, le système de gestion de clusters
cœur de leur gigantesque data center et AlphaEvolve a suggéré une modification des heuristiques de planification qui, une fois implémentée, a permis à Google d'économiser 0,7% sur ses ressources de calcul globales. Pour une entreprise de la taille de Google, 0,7%, c'est loin d'être négligeable, et ce qui est surtout impressionnant, c'est que c'est quelque chose qui nécessite une sacrée expertise de pouvoir faire ce genre d'économie, et qu'il y a eu déjà des gros cerveaux humains qui ont pensé pas mal de temps au sujet, et malgré ça, grâce à cette intelligence artificielle, ils ont quand même réussi à trouver une nouvelle optimisation. Un autre domaine où AlphaEvolve a brillé, c'est l'optimisation des opérations fondamentales de l'IA en elle-même. La multiplication de matrices est au cœur des réseaux de neurones depuis 1969 avec l'algorithme de Volcker-Strassen, qui était la référence pour multiplier des matrices de 4 par 4 à valeur complexe. Eh bien, DeepMind rapporte qu'AlphaEvolve a découvert un nouvel algorithme encore plus efficace. C'est d'autant plus notable qu'Alpha Tensor, un modèle spécialisé, avait déjà amélioré la multiplication de matrices, mais AlphaEvolve étant plus général, a réussi à trouver une solution encore meilleure pour ce cas précis. Donc c'est l'IA qui est en train de s'auto-améliorer entre guillemets, c'est ça qui est vraiment très impressionnant. C'est un cas assez spécifique, mais là, faut s'imaginer que c'est un cas sur lequel il y a eu de très très gros cerveaux qui se sont penchés, et justement cette nouvelle IA AlphaEvolve, elle a réussi à trouver quand même une amélioration et une optimisation. Donc est-ce que c'est le début d'un point justement où on commence à avoir des IA qui sont capables de s'auto-améliorer? Ça pourrait être entre guillemets le début de ça, puisque là on commence vraiment à avoir ce genre de sujet. Et ce n'est pas tout, puisque non seulement AlphaEvolve est capable d'améliorer la partie software, mais elle est aussi capable d'améliorer la partie hardware, puisque les nouvelles puces Tensor de Google, celles qui équiperont les prochains Pixel et autres appareils, pourraient justement être améliorées grâce à AlphaEvolve. L'IA aurait proposé une modification du langage de description matérielle Verilog pour ces puces, permettant de supprimer des bits inutiles et donc d'augmenter l'efficacité. Google est en train de vérifier cette modification, mais s'attend à ce qu'elle soit intégrée. Pour l'instant, AlphaEvolve, c'est un outil interne de Google, mais c'est vraiment impressionnant de voir que justement ils sont capables avec une IA d'améliorer des sujets liés à l'IA. Et donc est-ce que ça va pas être le début d'une boucle? Bon, on en est pour l'instant qu'au début, et les améliorations pour l'instant elles sont infimes, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui ne va faire que de prendre de l'ampleur dans l'avenir. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire si l'épisode vous a plu, et n'hésitez pas également à vous inscrire à la newsletter si vous voulez avoir des informations un peu plus détaillées. Ça me permet de vous partager aussi de nombreux liens. N'hésitez pas à cliquer du coup sur le lien dans la description. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!